qui n'était qu'un banal bilan de santé a dégénéré en l'une des périodes les plus catastrophiques de l'histoire d'Israël. Le 30 mai 2025, Benjamin Netanyahou est entré dans un hôpital de Jérusalem pour une intervention supposément simple. Mais en quelques heures, tout a basculé. Tandis que le leader au point de fer gisait inconscient, ses pires cauchemars étaient sur le point de devenir réalité. Le corps de Benjamin Netanyahou envoyait depuis des années des signaux d'alarme. Âgé de 75 ans, le Premier ministre avait déjà survécu à plusieurs alertes qui auraient poussé la plupart des dirigeants à se retirer. En juillet 2023, quelques mois avant l'éclatement de la guerre de Gaza, il avait été transporté d'urgence à l'hôpital, souffrant de douleurs thoraciques et de vertiges. Les médecins avaient découvert une pathologie cardiaque cachée depuis des années et lui avaient implanté un pacemaker. Puis, en mars 2024, il avait subi une opération d'urgence d'une hernie, manquant des réunions sécuritaires cruciales, tandis que le Hamas préparait, dit-on, quelque chose de gros. En décembre 2024, ses problèmes de prostate étaient devenus si graves que les chirurgiens avaient dû retirer l'organe entier. À chaque fois, Netanyahou rebondissait, apparaissant à la Knesset quelques jours plus tard, défiant les ordres des médecins et les critiques murmurant qu'il était trop vieux et trop malade pour gouverner. Mais le 30 mai 2025 fut différent. Ce que le bureau du Premier ministre qualifiait de coloscopie de routine au centre médical Shahar et Zebek tourna au drame. Le professeur Ofer Govrin, qui dirigeait la procédure, rassura d'abord le public. Aucun signe de tumeur ni de cancer. Pourtant, Netanyahou ne se réveilla pas comme prévu. Les heures devinrent des jours. À 6 heures, le ministre de la Justice Yariv Levin fut précipitamment intronisé Premier ministre intérimaire lors d'un référendum téléphonique d'urgence. Le ministre de la Défense Israël Katz prit les rênes de la sécurité. Les communiqués officiels devinrent de plus en plus flots. Le Premier ministre se rétablit de manière satisfaisante, répétait-il, mais personne n'avait le droit de le voir, pas même son épouse Sarah. À huis clos, la panique gagnait les plus hauts niveaux du gouvernement israélien. Qui dirigeait réellement le pays ? Certains ministres admettront plus tard qu'ils ignoraient même où Netanyahou était soigné. Des rumeurs parlaient d'un bunker souterrain secret sous l'hôpital Hadassah Ein Kerem, construit pour le protéger d'éventuelles frappes iraniennes. Le timing ne pouvait être pire. Des rapports de renseignement avertissaient que l'Iran accélérait son programme nucléaire. Le Hezbollah se mobilisait au Liban. Et avec Netanyahou virtuellement dans le coma, les ennemis d'Israël flairaient l'odeur du sang. Les Iraniens attendaient ce moment depuis des décennies. Tandis que Netanyahou demeurait inconscient, une réunion secrète se tint à Téhéran. Le guide suprême Khamenei et ses principaux généraux savaient qu'ils disposaient d'une fenêtre étroite. L'homme fort israélien était à terre, le gouvernement en plein chaos, et les Américains absorbés par leurs propres querelles internes. Le 13 juin 2025, l'impensable se produisit. Malgré l'incapacité de Netanyahou, quelqu'un autorisa l'opération Lion élevé, une frappe préventive massive contre les sites nucléaires iraniens. À ce jour, nul ne sait avec certitude qui donna l'ordre. Levin outrepassant ses pouvoirs, l'appareil sécuritaire suivant un protocole prédéfini, ou Netanyahou dans un bref éclair de conscience qui aurait murmuré le « go ». Ce qu'on en sait, c'est que des F-35 israéliens décollèrent dans l'obscurité avant la dawn, cap à l'est vers l'Iran. Le plan traînait sur le bureau de Netanyahou depuis des années. Frapper Natanz, éliminer les scientifiques clés, paralyser le programme balistique. C'était son obsession de la vie. Et voilà que ça se réalisait alors qu'il ne pouvait même pas ouvrir les yeux. Les pilotes touchèrent leur cible avec une précision dévastatrice. Mais ils venaient de tomber dans un piège. La riposte iranienne fut impressionnante. En quelques heures, le ciel de Tel Aviv s'illumina de missiles entrants. Pas des dizaines, mais des centaines. Et c'est alors que la population israélienne comprit quelque chose d'effrayant. Leur fameux Iron Dome ne les protégeait pas tous. L'armée iranienne avait passé des années à étudier les défenses israéliennes et avait trouvé la faille. Tandis que le dôme de fer gérait sans mal les roquettes artisanales du Hamas, les nouveaux missiles hypersoniques iraniens étaient d'une autre trempe. Trop vite, trop haut, et en nombre écrasant. Les opérateurs radars israéliens assistèrent terrorisés au passage missile après missile à travers leur filet défensif. C'était comme essayer d'arrêter des balles avec une raquette de tennis, avouera-t-on plus tard. Et Netanyahou étant toujours inconscient, la chaîne de commandement vacilla. Des généraux donnèrent des ordres contradictoires. Certains réclamaient la riposte nucléaire, d'autres prenaient la retenue. Le gouvernement se retrouva paralysé. Le 24 juin 2025, à 5h32, les habitants de Beersheba s'éveillaient à peine lorsque les sirènes ont lancé leur hurlement sinistre. Myriam Cohen, âgée de 70 ans, préparait le café de son mari quand l'explosion a retenti. L'immeuble voisin a simplement cessé d'exister. La roquette avait frappé un abri anti-aérien où 4 personnes s'étaient réfugiées. L'ironie cruelle n'a échappé à personne. Le refuge censé les sauver est devenu leur tombeau. À Tel Aviv, la scène était encore plus chaotique. Pour la première fois depuis des décennies, des missiles s'abattaient au cœur de la capitale économique israélienne. L'un a frôlé le QG de Tsahal, un autre a pulvérisé un restaurant du chic quartier Rothschild. Mais c'est la ville côtière de Bat Yam qui a essuyé l'essentiel de la fureur iranienne.
Plus tard, le maire Zvika Brot qualifiera le spectacle d'apocalyptique. En une seule journée, 120 000 mètres carrés ont été réduits en gravats. Des quartiers entiers se sont volatilisés. La famille Mizrahi vivait dans son appartement depuis 30 ans. En quelques minutes, tout avait disparu, ainsi que leurs biens. 2000 habitants ont fui avec ce qu'ils pouvaient porter, affluant vers Tel Aviv dans des scènes rappelant 1948. Nous pensions être en sécurité ici, sanglotait Rachel Lévy serrant ses 3 enfants. Cela ne devait pas nous arriver. Les chiffres donnent le vertige. En seulement 12 jours, l'Iran a tiré près de 600 missiles sur Israël. 28 personnes ont été tuées et plus de 3400 blessés. Les urgences débordaient. L'hôpital Soroka de Beersheba, qui soignait déjà des victimes, a lui-même été touché. Le traumatisme psychologique est pire encore. Des Israéliens convaincus toute leur vie de l'invincibilité de leur armée ont vu les missiles pleuvoir sans opposition. Les parents, terrorisés eux-mêmes, étaient incapables de rassurer leurs enfants. Le mythe de la supériorité israélienne s'effritait en temps réel. Le 20 juin, les responsables militaires israéliens ont fait un aveu stupéfiant. La précision des missiles iraniens s'était améliorée de 300%. Ce n'étaient plus les rangs d'autrefois tirant des feux d'artifice glorifiés au petit bonheur. Ces engins atteignaient exactement leur cible. Des rapports du renseignement ont révélé que Téhéran développait en secret une nouvelle génération d'armes conçues pour percer la défense israélienne. Le missile hypersonique Fatah-1 file à 5 fois la vitesse du son. Le Khaybar Shekan peut manœuvrer en vol, rendant l'interception quasi impossible. Mais c'est la vraie révolution, c'était le nombre. L'Iran avait retenu la leçon des tactiques russes en Ukraine, saturer la défense par la masse. En 24 heures terrifiantes, les forces israéliennes ont détecté 480 drones iraniens convergeant vers leur espace aérien. Le système Arrow, coûtant 3 millions de dollars par intercepteur, brûlait l'ensemble du budget défense en quelques jours. On tirait des missiles à 1 million de dollars sur des drones à 1000 dollars, a reconnu un officier. C'était intenable. La stratégie iranienne, d'une simplicité géniale, mêlait des drones bossers et des missiles coûteux, obligeant Israël à considérer chaque contact comme potentiellement mortel. Les opérateurs radars parlaient d'épuisement sensoriel. Il y avait tout simplement trop de cibles. Et ce n'était pas qu'une question de matériel. Les services iraniens avaient manifestement infiltré les opérations israéliennes. Des missiles ont frappé des immeubles où vivaient des officiers supérieurs. Des scientifiques nucléaires ont été visés chez eux. Quelqu'un alimentait Téhéran en temps réel. Et Netanyahou étant toujours inconscient, l'appareil sécuritaire ne trouvait pas le traître. La guerre psychologique était aussi sophistiquée. Après chaque frappe, les médias iraniens diffusaient des images de destruction montrant des civils israéliens courant vers les abris. Le message était limpide, vous n'êtes plus intouchables. La puissante armée israélienne qui avait humilié les armées arabes des décennies durant était méthodiquement démontée par des roquettes perses. Et le plus effrayant, ce n'était que le début. Pendant que Netanyahou restait inconscient dans son lit d'hôpital, son plus proche allié s'apprêtait à prendre une décision qui allait tout bouleverser. Donald Trump suivait avec une inquiétude croissante l'escalade du conflit. Ses conseillers étaient divisés, certains réclamaient une action militaire immédiate, d'autres redoutaient qu'on ne s'enlise dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Mais le 18 juin 2025, quelque chose a basculé. Depuis Jérusalem, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, bras droit de Netanyahou, enchaînait les coups de fil pour joindre la Maison-Blanche. « Vous devez agir maintenant », aurait-il insisté auprès de Trump. « C'est votre chance d'être le président qui aura stoppé à jamais le programme nucléaire iranien. » La suite fut si secrète que seule une poignée de responsables israéliens en eut connaissance. Trump s'était décidé. Les États-Unis frapperaient les installations nucléaires iraniennes. Le plan était audacieux. Des bombardiers B-2 décolleraient du Missouri, se ravitailleraient plusieurs fois au-dessus de l'Atlantique puis de la Méditerranée et frapperaient le site souterrain d'enrichissement de Fordo que les bombes israéliennes ne pouvaient percer. Netanyahou, dans un rare moment de lucidité le 21 juin, fut informé du projet. Des témoins racontent que des larmes ont coulé sur ses joues. Le combat de toute sa vie allait aboutir et il peinait à garder les yeux ouverts pour le voir. Le 22 juin, à 3h du matin, heure de Téhéran, les bombes américaines ont commencé à tomber. Fordo, enfoui au cœur d'une montagne, a tremblé sous les pénétra bunkers. Les halls des centrifugeuses de Natanz se sont effondrés. L'usine de conversion d'uranium Dispense est embrasée. Trump se vantera plus tard que les sites ont été anéantis, même si les rapports de renseignement sont moins catégoriques. Le vrai drame, pourtant, se jouait dans une chambre d'hôpital à Jérusalem. Netanyahou avait réussi à repousser une réunion cruciale du cabinet pour ne pas éveiller de soupçons, et il regardait les frappes dérouler sur des moniteurs sécurisés depuis son lit. Des ministres diront ensuite avoir vu l'histoire s'écrire sous nos yeux. Mais en moins de 48 heures, l'humeur de Trump a radicalement changé. Les missiles iraniens continuaient de s'abattre sur les villes israéliennes, malgré les frappes américaines, et le président s'emporta. Le 24 juin, après que l'Iran eut violé le cessez-le-feu tout juste annoncé par de nouveaux tirs, Trump explosa devant les caméras. « Israël et l'Iran, ils ne savent pas ce qu'ils font », lança-t-il, jurant à la télévision en direct. En coulisses, l'appel téléphonique entre Trump et Netanyahou fut encore plus volcanique.
Des sources de la Maison-Blanche parlaient d'un ton exceptionnellement ferme. Trump ordonna à Netanyahou, encore groggy sous médicaments, de ne pas riposter. Des F-35 israéliens tournaient littéralement au-dessus de l'Iran quand l'ordre est tombé. Netanyahou dut les rappeler en plein vol, une humiliation qui le hantrait. L'annonce du cessez-le-feu intervint alors que Netanyahou flottait entre conscience et apathie. Son équipe affirmera plus tard qu'il a pleinement participé aux négociations. Mais les dossiers médicaux racontent autre chose. Les infirmières notaient qu'il était à peine cohérent, mélangeant les dates et ne reconnaissant parfois pas ses propres conseillers. Pourtant, Israël accepta un cessez-le-feu que beaucoup considéraient comme une capitulation. Les conditions étaient dévastatrices pour les faucons israéliens. L'Iran conservait la majorité de ses usines de missiles, aucun mécanisme n'empêchait la reconstruction de son programme nucléaire, et plus choquant encore, Israël acceptait de limiter ses propres options de représailles. Le cessez-le-feu devait commencer à 7h du matin le 24 juin. Mais à 3h maintenant le 21 juin, Netanyahou fait faire une ambitieuse porte aux rumeurs de pics de cataracte et en pointe au laser pour la chirurgie pour garder le plus possible la pleine conscience. Mais à 3h du 24 juin, la décision qui marquera son héritage, Netanyahou prend la décision de faire fulgurer une ultime frappe massive sur Téhéran, le coup le plus sévère de l'histoire du régime, dira-t-il plus tard. Les pilotes israéliens signalèrent avoir touché des targets gouvernementales au centre de la capitale, tuant des miliciens Basij et des gardiens de la révolution. C'était la tentative désespérée de Netanyahou pour arracher une victoire au goût de défaite. La réponse iranienne fut rapide et implacable. À 5h32, seulement 90 minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, des missiles frappèrent Beersheba. Le tir sur l'abri qui tua 4 civils israéliens n'était pas un hasard, c'était un message. La suite révéla la farce d'un cessez-le-feu bancal. À 7h06, soit 6 minutes après l'entrée en vigueur, l'Iran lança un autre missile. À 10h27, 2 autres. Chaque violation fut accueillie par rien. Trump avait lié les mains de Netanyahou. L'armée israélienne, réputée ne jamais reculer, dut regarder les projectiles tomber sur son territoire. La seule riposte autorisée fut la destruction d'un seul radar près de Téhéran. Les pilotes se disaient châtrés, leur pays sous le feu, leurs avions cloués par la politique. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, tenta de sauver la face, qualifiant l'opération d'une des campagnes les plus glorieuses de l'histoire des guerres. Mais tout le monde connaissait la vérité. Israël avait cligné les yeux pour tout. Lorsqu'il est enfin sorti de l'hôpital le 2 juillet 2025, Netanyahou paraissait spectral. Le chef tout-puissant qui avait dominé la politique israélienne pendant des décennies semblait frêle, confus, s'efforçant désespérément de reprendre un récit déjà perdu. Sa première déclaration publique révélait surtout ses silences. Aucune mention de son état de santé, aucune explication pour le chaos des semaines précédentes, seulement des proclamations hardies de victoire historique qui sonnaient creux tandis que l'on déblayait encore des missiles iraniens dans les rues. « Nous avons jeté le programme nucléaire iranien aux oubliettes », affirma-t-il, alors que les renseignements signalaient déjà la reprise des travaux à Téhéran. Les vraies révélations vinrent de son propre gouvernement. Des ministres se mirent à divulguer les détails de la désorganisation durant l'absence de Netanyahou. Des responsables de la défense reconnurent ignorer l'emplacement de tout l'uranium enrichi iranien. Les célèbres services de renseignement israéliens avaient passé sous le radar d'immenses stocks de missiles. Pire, on murmurait l'existence d'une taupe, haute placée, qui renseignait Téhéran. L'enquête du Shin Bet sur l'influence qatarienne au sein du cabinet du Premier ministre prit une urgence nouvelle. Les conseillers même de Netanyahou l'avaient-ils trahi pendant son coma ? Le choc psychologique dans la société israélienne fut profond et durable. Pour la première fois depuis 1973, les Israéliens se sentaient réellement vulnérables. La puissante Tsahal, qui avait écrasé les armées arabes en 6 jours, ne parvenait plus à empêcher les missiles de s'abattre sur leur ville. Des parents ayant élevé leurs enfants dans la foi en l'invincibilité israélienne peinaient à expliquer pourquoi ils s'entassaient maintenant dans des abris. Des thérapeutes parlaient d'une épidémie nationale d'angoisse et de stress post-traumatique. Dans les cafés branchés de Tel Aviv, les conversations jadis centrées sur les startups se tournaient vers les projets d'immigration. Il est peut-être temps d'utiliser ce passeport européen, devenait un refrain courant. Les chiffres racontaient l'histoire que Netanyahou voulait cacher. Malgré ses proclamations de victoire, Israël avait subi plus de 10 milliards de shekels de dégâts. Le tourisme, déjà laminé par la guerre, s'était complètement effondré. Les investissements étrangers s'étaient taris. Les accords d'Abraham, jadis plus grand triomphe de Netanyahou, gisaient en lambeaux. Les nations arabes prenaient leur distance. Mais la révélation la plus dévastatrice venait peut-être de la Tsahal elle-même. Un rapport confidentiel divulgué montrait qu'au rythme d'interception et aux coûts actuels, Israël ne pourrait maintenir sa défense antimissile que 2 semaines supplémentaires en cas de conflit intense. Le pays, toujours prêt à la guerre, découvrait soudain qu'il n'en avait plus les moyens. Et quelque part à Téhéran, les mollas prenaient des notes.